Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans le dernier épisode de ma série sur un été culturel. Je suis désolée, cet épisode arrive un peu tard par rapport à ce que j'avais prévu initialement et donc on s'achemine déjà vers la fin de l'été, mais j'espère que vous trouverez quand même des recommandations qui vous plairont et qui accompagneront peut-être la fin de votre été ou l'été suivant ou le reste de votre année de toute manière, puisque les œuvres que je vous présente n'ont pas vocation à être lues uniquement pendant l'été, bien évidemment. On conclut cette série sur un été américain puisque j'adore la littérature américaine et l'art américain de façon générale, le cinéma américain, les séries américaines, etc. Bon, c'est évidemment une culture qui nous est extrêmement familière en Europe et je trouve toujours que l'été est assez approprié à l'étude de ces œuvres, à la lecture de ces œuvres, etc. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous présenter aujourd'hui des œuvres américaines dans leur ensemble et voilà, si jamais vous avez envie de vous évader vers les États-Unis, vers cet été américain, vers la culture américaine, voilà, cette vidéo pourra vous donner quelques recommandations. On va notamment parler d'œuvres qui traitent de problèmes spécifiques à l'Amérique, que ce soit des problèmes historiques, des problèmes culturels, des problèmes sociaux, etc. qui sont pas uniquement spécifiques à l'Amérique, mais qui pour le coup se situent aux États-Unis et sont encore des problèmes de société actuels aux États-Unis. On va parler de culture américaine, de pop culture, de culture americana, des faiblesses de la société américaine, des dangers aussi de cette culture, voilà, et tout en essayant de garder un petit peu ce qui fait qu'on est attiré aussi par ce pays et par les œuvres que ce pays a produites. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude avec les livres, et le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers, qui est une autrice américaine, bien évidemment. Et Le cœur est un chasseur solitaire, c'est son premier livre qu'elle a écrit quand elle avait seulement 23 ans, ce qui je trouve est assez remarquable parce que c'est vraiment une œuvre magistrale, et quand vous la lisez, il y a une énorme maturité et un recul et une expérience qui est tirée de l'œuvre, qui est assez impressionnante. Quand je pense à... Enfin voilà, quand j'avais 23 ans, ce qui est pas si lointain que ça, je pense que j'aurais été incapable, hein, évidemment, d'écrire une œuvre pareille et d'avoir autant de recul, autant de connaissances, autant de nuances qu'à cet âge-là. C'est quand même assez impressionnant, surtout à l'époque à laquelle elle a écrit Le cœur est un chasseur solitaire, puisque Le cœur est un chasseur solitaire, c'est un livre qui se passe dans les années 30, donc avant la Seconde Guerre mondiale, entre deux guerres, dans lequel on va suivre plusieurs personnages. La figure centrale de ce livre, c'est un homme qui s'appelle Singer et qui a la caractéristique d'être sourd et muet. Alors il est au moins muet, je sais plus s'il est sourd. Peut-être qu'il n'est pas sourd, mais en tout cas il est muet, ça c'est sûr. Et c'est un personnage donc qui est assez énigmatique, et toute cette intrigue, hein, j'ai oublié de le préciser, se situe dans une petite ville du sud des États-Unis, donc à une époque où le sud représente encore le racisme, le manque d'éducation, des valeurs traditionnelles américaines, etc. Voilà. Singer, c'est donc le personnage central qui vit dans ce petit village du sud, et les personnages de ce village vont venir discuter avec lui de leurs problèmes personnels, et Singer va servir de confident, mais effectivement de confident qui est incapable de leur répondre. Et c'est peut-être aussi pour ça que les personnes de son village viennent lui parler. On suit 4 autres personnages qui naviguent autour de Singer. Le premier, c'est le gérant du bar du village, qui est malheureux dans son mariage et qui vit des crises existentielles, et notamment qui se pose des questions sur son genre, etc. C'est un personnage donc qui est décrit un peu comme androgyne, avec des caractéristiques féminines, etc. De façon très subtile, parce qu'on est en 1930 quand même, mais voilà, il y a des réflexions assez intéressantes là-dessus. Il y a un communiste, il y a un noir qui a une famille avec laquelle il entretient de nombreux conflits, parce que c'est un noir qui a des positions, qui essaye d'avoir une position de dialogue et de paix avec les blancs, ce qui est reproché par des membres de sa famille qui sont des postures plus radicales, on va dire. Donc il y a tout un débat sur la façon dont les noirs mènent leur combat politique dans les années 30 contre les blancs et contre la ségrégation de façon générale. Et il y a une jeune fille qui est musicienne, qui adore la musique et qui vit dans une famille difficile et qui essaye d'utiliser la musique pour s'évader, voilà.
Donc c'est un texte qui parle de beaucoup de choses, qui parle de racisme, de ségrégation, et je trouve que Carson McCullers a énormément de recul, d'intelligence pour une blanche du sud de 23 ans, des années 30. C'est quand même assez impressionnant de voir la façon dont elle humanise énormément les Noirs, la façon dont elle humanise leur combat, dont elle comprend leur combat. J'ai trouvé que c'était assez touchant et assez impressionnant de la part de quelqu'un qui a ce profil-là, on va dire. C'est un livre qui parle aussi de la montée du nazisme, puisqu'on est dans les années 30, et c'est impressionnant aussi de voir le recul qu'a une américaine des années 30 sur Hitler et sur le danger qu'il représente, sur le danger que le nazisme représente, alors qu'à la même époque, des gens en Europe, donc qui sont beaucoup plus à même de comprendre la politique allemande et qui ont beaucoup plus de proximité avec l'Allemagne, étaient incapables au contraire de saisir le danger que représentait la montée du nazisme. Donc c'est un livre qui est extrêmement mature, qui est assez difficile aussi en termes de... Il y a beaucoup de puissance et beaucoup d'émotions, beaucoup de tragédie aussi. Mais voilà, c'est un texte que j'adore et qui, je pense, vous plaira aussi beaucoup. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Carson McCullers, je vous recommande vraiment de lire ce livre. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre contemporain cette fois, écrit par Lionel Shriver et qui s'intitule We Need to Talk About Kevin. Donc il faut qu'on parle de Kevin en français. Qui est un livre qui a été publié il y a quelques années, une dizaine d'années je crois, et il y a un film qui est sorti avec Tilda Swinton que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais apparemment il est très bien ce film, pardon. Peut-être que le livre est un peu plus vieux, une vingtaine d'années, je sais plus exactement. En tout cas, c'est un livre contemporain qui parle d'un problème de société aux États-Unis qui est malheureusement toujours aussi présent et qui est assez spécifique pour le coup aux États-Unis, qui est le problème des tueries de masse dans les écoles, souvent provoquées par des élèves eux-mêmes, et donc le problème que posent les armes à feu. Donc ce livre prend la forme de lettres qu'une femme qui s'appelle Eva écrit à son ex-mari, puisqu'ils sont plus ensemble, à propos de leur fils qui s'appelle Kevin. Et en fait, Kevin est responsable d'une tuerie dans son école. Et Eva essaye à travers ses lettres à son mari de comprendre comment leur fils en est arrivé à tuer une dizaine de ses camarades de classe. On grandit alors dans une famille américaine qui est assez traditionnelle en apparence, qui a toutes les caractéristiques de la famille américaine traditionnelle et qui est aussi une famille dans laquelle il manque beaucoup d'amour, et on se rend compte que Kevin en fait a énormément manqué d'amour quand il était jeune, que sa mère ne lui a pas donné d'amour, que son père était dépassé par les événements et n'a jamais vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez son fils. Sa mère l'a vu, mais elle l'a vu trop tard et elle a jamais vraiment deviné la portée que ça avait, et elle est aussi en partie, on le voit avec le texte, en partie responsable malheureusement de du comportement de Kevin, qui est un comportement de sociopathe dénué de toute émotion. Et donc ce livre revient sur la façon dont des très très jeunes enfants finalement, parce que Kevin n'a que 16 ans, donc à 16 ans on est un adolescent, certes, on est proche de l'âge adulte, mais on reste quand même un enfant en grande partie. Comment des enfants en arrivent à tuer d'autres enfants, et comment la société américaine les laisse faire en quelque sorte, et même les conditionne un petit peu à ce genre de comportement. Donc c'est un livre qui est assez poignant. Le personnage de la mère n'est pas du tout sympathique, j'ai trouvé. C'est un personnage qui est très antipathique, qui elle aussi est pas mal dénué d'émotions, qui a fait des enfants, on sait pas trop pourquoi, qui leur a pas donné l'amour qu'elle aurait dû leur donner. Mais c'est un livre assez puissant, je trouve, quand même, sur ce problème de société, et aussi sur la relation un peu conflictuelle entre une mère et son fils, et les relations un peu compliquées qu'on peut avoir au sein d'une famille en apparence parfaite et qui en fait ne l'est pas du tout. Et le troisième livre dont je voudrais vous parler, on retourne dans un livre on va dire plus classique et qui est quand même assez connu, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Harper Lee qui est une autrice aussi, donc 100% d'autrice dans cette vidéo, et Harper Lee donc a écrit Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est un livre qui parle de ségrégation, qui parle de racisme évidemment, qui sont des problèmes, la ségrégation n'en est plus un, mais le racisme est toujours un problème extrêmement actuel aux États-Unis, et pas que d'ailleurs, bien évidemment. Harper Lee dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur nous conte l'histoire du point de vue d'une petite fille
Comment elle s'appelle? Je sais plus, Scout, je crois. Je crois qu'elle s'appelle Scout, du point de vue de Scout, qui est une petite fille qui a eu 9 ans à peu près, je pense, qui est blanche et dont le père, Atticus, est un avocat. Un avocat anti-ségrégation et qui reçoit un nouveau dossier. Et en fait, son client est un homme noir qui a été accusé à tort du viol d'une femme blanche et Atticus décide de le défendre. Sachant que cet homme est totalement innocent et en fait ce livre est une dénonciation du système judiciaire américain qui protège les blancs et accuse les noirs, est capable de condamner à mort, d'emprisonner les noirs sans aucune preuve, simplement sur des soupçons. Enfin, sur la vision que les blancs ont de la masculinité noire, qui est une masculinité qui est décrite comme très bestiale, violente, animale, par rapport à la masculinité blanche qui serait une masculinité gentleman, qui respecterait les femmes, etc. Ce qui évidemment dans les faits n'est absolument pas vrai. Donc il y a une sorte de diabolisation des noirs qui serait le véritable danger pour les femmes blanches et donc de façon générale pour la race blanche, parce qu'ici les femmes blanches sont aussi un prétexte, évidemment elles ne sont pas considérées non plus comme des personnes, mais simplement comme les êtres qui peuvent perpétuer une race, et donc les noirs sont ceux qui vont venir souiller cette race, etc. C'était un problème de société qui était assez présent lors de la ségrégation parce qu'il y avait beaucoup de fausses accusations en fait de femmes blanches sur des hommes noirs, alors des femmes blanches souvent manipulées elles-mêmes par des hommes blancs, enfin voilà, donc c'est quelque chose qui a eu, ce sont des cas qu'on a vu revenir à plusieurs reprises. Et ce texte traite de ce problème-là. Le texte traite d'autres thématiques. C'est aussi un texte qui est tout simplement un texte d'enfance, où on suit un personnage qui est une petite fille de 9 ans, qui a ses peurs d'enfant, ses craintes d'enfant, qui voit tout ça d'un regard un peu innocent. On sent qu'elle maîtrise pas forcément tout ce qui se passe et qu'elle a une admiration sans borne pour son père, qui est un avocat extrêmement altruiste, mais en même temps qui a aussi ses propres défauts, ses propres failles. Et c'est d'ailleurs montré dans le texte qui est la suite de Ne tirez pas sur les hommes au cœur. Je sais plus le nom, La Sentinelle, je sais plus exactement, je l'avais lu aussi. Qui est un texte qui se passe des années après, quand Scout est devenue une adulte et qu'elle se rend compte que le père qu'elle avait idéalisé dans son enfance, lui aussi en fait a succombé, lui aussi a des biais racistes, lui aussi en fait n'était peut-être pas ce grand révolutionnaire qu'elle imaginait. Voilà, donc c'est aussi intéressant de voir de lire la suite si vous voulez avoir l'entièreté du tableau, mais Ne tirez pas sur les hommes au cœur est quand même un bien meilleur texte à mon sens que la suite. Il y a aussi des histoires de fantômes, enfin vous voyez, c'est aussi un texte qui parle beaucoup d'enfance, donc c'est assez intéressant, ça se lit assez bien. Voilà, donc c'est un texte que je vous recommande également si vous ne l'avez pas lu, parce qu'il est quand même assez connu, donc peut-être que vous l'avez déjà lu, je ne sais pas. Voilà, donc un autre texte américain qui est bien ancré également dans cette culture américaine et dans les problématiques de société qui ont été assez courantes aux États-Unis quand même, notamment durant la ségrégation. Ensuite, je vais vous parler de 3 séries que je vous conseille si vous aimez la culture américaine et que cette dernière vous intéresse et que vous voulez vous plonger dans un univers très américain. Donc la première série dont je voudrais vous parler, c'est Ozark, qui est une série disponible sur Netflix. Et d'ailleurs, je crois que les 3 sont disponibles sur Netflix. Ozark, c'est une région du centre des États-Unis, les monts Ozark, je sais plus exactement où. Peut-être que c'est plutôt vers l'ouest, je suis désolée, mais la géographie américaine, c'est pas trop mon truc, enfin je connais pas tout parfaitement, mais en tout cas ce sont des grandes montagnes au fin fond de l'Amérique, si vous voulez. On suit la famille Bird qui est composée de Martin et Wendy, qui sont les parents, Charlotte et Jonah qui sont les enfants, et en fait Martin et un de ses associés de longue date ont depuis plusieurs années commencé à travailler pour un mafieux, enfin pour un trafiquant de drogue plus précisément, pour lequel ils blanchissent de l'argent, etc. Enfin voilà, ils travaillent dans une boîte de finance et en réalité ils détournent des fonds, ils blanchissent de l'argent, ils font des sales boulots pour ce trafiquant de drogue. Et un jour, une transaction se passe mal et Martin doit $1 million à ce trafiquant de drogue. Et évidemment, il ne les a pas, ce qui le pousse à totalement changer de vie pour pouvoir rembourser ce trafiquant de drogue, puisqu'il y a quand même sa vie qui est en jeu. Voilà.
Et donc ils déménagent dans les monts Ozarks pour créer des business frauduleux, donc notamment un casino, dont le but est de blanchir de l'argent pour pouvoir rembourser ce trafic en drogue. Dans les monts Ozarks, il y a de la concurrence sur le marché de la... comment dire, de la contrebande et l'escroquerie, notamment une famille de fermiers sur place qui ne voient pas l'arrivée des Bird d'un très bon œil. Enfin, c'est un endroit qui grouille de personnes pourries et on va suivre la façon dont la famille Bird essaye de rembourser sa dette qui ne fait qu'augmenter et ils sont pris finalement dans un engrenage duquel il est difficile de sortir. Leur relation avec leurs enfants, qui sont évidemment pas au courant que leurs parents ont trafiqué de l'argent et qui comprennent pas ce déménagement soudain, qui comprennent pas vraiment le fait que leur famille est factuellement en danger. Voilà. C'est une série qui a 4 saisons, qui sont quand même plutôt bien, enfin je trouve qu'il y a une certaine constance dans les 4 saisons, voilà. C'est une série qui ressemble pas mal à Breaking Bad en termes de plot, voilà, mais qui est quand même assez différente. Voilà, donc c'est vraiment une série dans laquelle on... C'est une série qui a de très belles images, je trouve. Ces monts Ozarks, etc. Cette Amérique du centre des États-Unis, cette belle nature, hein, c'est aussi le fin fond de l'Amérique. Cette Amérique des rednecks également, cette Amérique du trafic de drogue, enfin, qui est en lien aussi avec l'Amérique latine. Donc c'est une série assez intéressante qui vous plongera dans cette partie de l'Amérique. Et qui est aussi une série assez sombre, avec des meurtres, avec du sang, avec voilà. Donc si les images, si ce genre d'image, si vous êtes sensible à ce genre d'image, peut-être allez-y doucement. Deuxième série dont je voudrais vous parler, c'est une mini-série, donc c'est une série qui n'a qu'une seule saison et qui s'intitule Hollywood et qui est une série de Ryan Murphy, si je dis pas de bêtises, et qui est aussi disponible sur Netflix. C'est une série qui se situe dans les années 50 et qui montre la folie Hollywood qui commence, les gens qui se précipitent pour avoir des petits rôles au cinéma et qui rêvent de grandeur, qui rêvent de succès et dont les rêves vont être petit à petit quand même réduits au néant, ou en tout cas être franchement bouleversés. Et on suit un personnage, je crois qu'il s'appelle Jack, qui donc obtient un petit rôle à Hollywood et qui comprend que ce rôle ne va pas lancer sa carrière et ne va pas lui ouvrir les portes qu'il aurait souhaité, en tout cas de façon immédiate. Et il découvre en fait que pour vivre sa vie et pour se faire un nom dans le milieu d'Hollywood, il faut se prostituer. Donc il va se prostituer auprès de femmes notamment beaucoup plus âgées, et donc c'est un peu le parcours de cette désillusion, et en même temps c'est une série qui ne tombe pas dans le glauque extrême, ou qui ne tombe pas dans le pessimisme total. Il y a quand même des opportunités pour Jack, il y a un arc il y a une évolution de sa situation quand même. Il n'y a pas une descente aux enfers des personnages, donc ça reste une série qui va quand même vers une évolution positive, on va dire, mais c'est une série qui ne cache rien non plus des dessous un peu moins glamour de la machine cinématographique américaine. Et un des personnages qui est un des personnages secondaires de l'histoire, mais qui est un personnage pour le coup qui a réellement existé, qui s'appelle Rock Hudson, est vraiment intéressant parce que Rock Hudson, c'est un acteur qui vivait dans ces années-là et qui a eu quand même pas mal de succès. Et au cas où vous ne le saviez pas, Rock Hudson était homosexuel. Et à l'époque, il était inconcevable d'être une aussi grande star du cinéma et d'être ouvertement homosexuel. C'était la fin de carrière assurée. Donc Rock Hudson a fait un faux mariage, il a dissimulé avec son agent son homosexualité pendant toute sa carrière, et la série revient sur son parcours et sur la façon dont il a dissimulé son homosexualité, la façon dont il le vivait au quotidien, etc. Donc c'était assez intéressant aussi de suivre le parcours de cet acteur que je ne connaissais pas avant de visionner la série il y a quelques années. Outre cela, les décors sont très beaux, il y a vraiment une ambiance hollywoodienne assez intéressante, assez festive, assez glamour avec les dessous, mais en même temps c'est pas une série trop déprimante, je trouve. Voilà, donc c'est une série que je vous recommande si le sujet vous intéresse. Et la troisième série dont je voudrais vous parler, c'est une série qui est très connue, donc j'imagine qu'une partie d'entre vous l'ont visionnée, ou du moins non, vous en avez tous entendu parler. Il s'agit de Stranger Things, qui est une série aussi disponible sur Netflix et qui se passe dans les années 80 et qui reprend vraiment toute une culture américaine des années 80, donc
pour ma part, je n'ai pas connu les années 80, mais si vous les avez connus, si vous avez grandi pendant les années 80 ou si vous les avez traversés, peu importe à quel âge, vous retrouverez sûrement des éléments qui étaient très présents durant ces années-là. Donc on est dans une petite ville des États-Unis et dans laquelle se passent des événements un peu paranormaux et notamment, on a notamment la présence d'un sorte d'underground, une sorte de deuxième monde avec des monstres, etc., qui est très terrifiant. Et la série commence par la disparition d'un jeune adolescent qui doit avoir, je pense, 11-12 ans à cette époque, qui fait partie d'un groupe d'amis qui va essayer de le retrouver. Un groupe d'amis de nerds qui adorent jouer à Dungeons & Dragons, qui adorent les BD, qui ont des tas de figurines, qui n'y connaissent rien, qui savent pas comment aborder les filles, etc., qui traînent que entre eux, qui sont pas très cool. Enfin, vous voyez ce genre d'adolescents. Et ces adolescents, avec leurs parents, vont essayer de retrouver leur ami qui en fait était kidnappé par une sorte de monstre, etc. Et en même temps, on a l'arrivée d'une petite fille qui s'appelle Eleven et qui a des pouvoirs assez étranges et qui semble s'être échappée d'un laboratoire, etc. et avoir été le sujet à des expériences scientifiques particulières. Cette série est très années 80, que ce soit dans les habits, que ce soit dans les jeux qui sont utilisés, dans la musique, dans les problématiques, dans plein de choses, dans l'atmosphère, etc. On a vraiment une plongée dans les années 80 et une plongée aussi dans l'univers d'un adolescent finalement, puisque tous les monstres qu'on voit dans Stranger Things sont en fait des monstres qui sont sûrement inspirés de jeux, de fantaisie, d'imagination d'adolescents. Donc on a vraiment l'impression de voir la série du point de vue d'adolescents de ces années-là. Comme si leur peur et leur jeu de jeunes adolescents se matérialisaient en fait devant nous. Voilà, donc c'est une série qui est vraiment sympa, qui à la fois, bon, il y a de l'horreur évidemment, mais c'est une série qui est très drôle aussi, les personnages sont très attachants, voilà, donc je vous la recommande si vous n'avez jamais eu l'occasion de la regarder, ça fait vraiment partie d'une des bonnes séries de Netflix. Je vais conclure ensuite donc sur un podcast et sur un album. Le podcast dont je voudrais vous parler, c'est Slow Burn, qui est un podcast qui possède 8 saisons, je crois, et chaque saison revient sur un événement de l'histoire de la société américaine, un événement qui a forgé cette société, qui a aidé à la forger, ou qui a fait un scandale au moment où elle est sortie. Donc on a un épisode qui est centré sur David Lee, qui a été le leader du Ku Klux Klan pendant plusieurs années et qui s'est d'ailleurs présenté en tant que, je crois, gouverneur de la Louisiane, ou en tout cas qui s'est présenté en Louisiane et qui a réclamé un poste politique assez important, qui était un homme absolument terrifiant, négationniste, raciste horrible, enfin bon, bref. C'est un épisode c'est une saison assez lourde, mais c'est très intéressant de suivre la trajectoire de cet homme qui a réussi quand même à se donner une belle image alors que c'était un nazi total. Enfin, il a réussi à se donner une belle image, y compris auprès de gens qui n'étaient pas forcément des nazis, entre guillemets, enfin on va dire en termes d'opinion politique, parce que c'est quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour un homme du peuple, etc. Enfin voilà, qui voulait baisser les impôts, tout ça. Donc la façon dont cet épisode raconte la façon dont il a réussi à berner quand même une bonne partie de la société américaine, alors que c'était un homme qui avait des idées absolument affreuses et absolument terrifiantes qui vous glacent le sang littéralement quand vous l'écoutez. On a une saison sur Monica Lewinsky et de façon générale sur le président Bill Clinton qui a quand même été accusé, responsable de nombreuses agressions sexuelles et pas uniquement d'avoir agressé Monica Lewinsky mais aussi beaucoup d'autres femmes durant sa carrière et la façon dont personne n'a cru ces femmes, comment son image en fait d'agresseur sexuel et de violeur a été complètement glamourisée en un séducteur, en un séducteur qui était capable de faire tomber plein de femmes et que ça faisait partie de son charisme, etc. Donc on va dire un profil classique d'homme qui agresse des femmes et qui est présenté comme un grand séducteur. Et récemment, j'ai écouté la dernière saison qui était très intéressante sur Clarence Thomas, qui est donc un des juges de la Cour suprême, qui est le seul juge noir à la Cour suprême, je crois, et qui, d'ailleurs, je pense que c'est le seul juge noir qui a jamais siégé à la Cour suprême. Peut-être que je dis des bêtises, je connais pas tous les juges de la Cour suprême, ni leur parcours précisément, évidemment. Mais Clarence Thomas
C'est aussi un homme qui a été accusé d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel par plein de femmes, à peu près toutes les femmes avec qui il a travaillé en fait de façon proche. Et ces accusations ne l'ont jamais empêché d'être nommé à la Cour suprême, et c'est aussi quelqu'un qui a des positions extrêmement conservatrices et qui est complètement adulé par les républicains, qui en fait l'utilisent comme faire-valoir. Pour servir leurs propres intérêts. Ça leur fait ils l'utilisent aussi comme une sorte de carte. Voilà, nous, on a un noir qui est de notre côté, etc. Enfin voilà, vous voyez ce genre de prétexte qui est utilisé par les républicains. Et lui aussi d'ailleurs se sert probablement des républicains pour faire avancer ses propres idées. C'est un homme qui est extrêmement misogyne, homophobe, traditionnel, qui est à peu près contre tous les droits des femmes et des minorités sexuelles, donc un profil assez réjouissant, mais qui a un parcours complètement atypique en fait, parce qu'il a commencé par être un militant pour les droits des Noirs. Enfin, il a un parcours extrêmement atypique, vraiment un ovni dans le monde politique et judiciaire américain. Donc je vous conseille d'écouter cet épisode si vous ne l'avez pas écouté, et c'est un podcast de Slate, je crois. Voilà, et je conclus donc cette vidéo sur l'album du jour, l'album dont je voudrais vous parler, c'est Californication, qui est le 7e album des Red Hot Chili Peppers, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est leur 7e, et c'est un album qui est sorti en 1999. Cet album est un retour à des tonalités un peu plus pop et un peu plus calmes et douces par rapport à leurs albums précédents, et c'est un album qui a été largement acclamé par la critique, et à titre personnel, c'est mon album préféré des Red Hot Chili Peppers. C'est un album que j'ai sélectionné parce que je trouve qu'il traite de thématiques spécifiquement américaines, et en tout cas qu'il s'ancre dans une pop culture un peu américaine, et dans des réflexions sur la société américaine de l'époque. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. On a des chansons qui parlent des excès de la société américaine, comme Californication, donc qui est la chanson qui a donné le titre à l'album, qui est donc une chanson qui parle des excès de la vie hollywoodienne et californienne de façon générale, avec toutes les dérives, que ce soit la drogue, l'alcoolisme, la chirurgie plastique, la starification de toute la société. On a aussi la chanson Other Side qui parle de la vie après la mort, mais aussi du mode de vie sain qu'on peut avoir après une vie de toxicomanie, puisqu'apparemment c'est un terme qui est employé par des anciens toxicomanes pour désigner le fait d'être sorti de la drogue et de commencer un mode de vie débarrassé de la drogue. Voilà, donc c'est une chanson qui traite d'addiction. On a aussi des chansons qui sont plus calmes mais avec des tonalités plus douces et très apaisantes, comme Scar Tissue ou Road Trippin', qui sont des musiques qui évoquent, je trouve, dans les sonorités, une sorte de balade en voiture. Enfin moi, Scar Tissue, c'est une musique que j'aurais toujours voulu écouter en road trip, pareil pour Road Trippin'. Donc ces chansons évoquent pour moi aussi un peu ces grands road trips américains qu'on peut faire pendant des heures, où on est au milieu du désert, on est au milieu de paysages et on écoute ces chansons. Enfin voilà, je trouve que ça représente aussi cet aspect-là de l'Amérique. De façon générale, c'est un album qui traite des excès de la société américaine et aussi de chansons d'amour, mais toujours ancré un peu dans cette pop culture, dans cette ambiance americana qui est spécifique aux États-Unis. Voilà, donc c'est un album que je vous recommande si vous connaissez pas les Red Hot Chili Peppers et si vous aimez le rock avec un peu des sonorités pop, funk pop, etc. Voilà, c'est un album que je vous recommande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et donc la fin de cette série sur un été culturel. J'espère que cette série vous aura plu. Je vous remercie de vos commentaires. Vous m'avez laissé des commentaires très enthousiastes et donc je vous remercie. Je suis ravie de voir que cette série vous a plu. Ce sera la dernière vidéo de l'été et je reviendrai pour le mois de septembre avec de nouvelles vidéos jusqu'à la fin de l'année, bien évidemment. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fins de vacances si vous êtes toujours en vacances, une belle fin d'été et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.